Preston Holloway pensait qu'il était l'homme le plus intelligent dans la pièce. Il pensait que la femme versant son champagne n'était rien de plus que laide, invisible, sans éducation et en dessous de son attention. Il a ri à son visage quand elle a poliment mentionné qu'elle parlait 10 langues, la traitant de menteuse et de personne. Il ne réalisait pas que cette serveuse Audrey ne servait pas seulement des boissons. Elle tenait les clés du plus grand accord de sa vie. Et quand elle a finalement ouvert sa bouche pour parler à nouveau, elle n'a pas seulement traduit d'une phrase. Elle a exposé un secret qui lui coûterait tout. Ce qu'elle a dit ensuite n'a pas seulement fait taire la pièce. Cela a détruit son aimant. Restez là parce que vous n'allez pas croire qui elle est vraiment. L'air à l'intérieur de l'Orangery, le club de restauration privé le plus exclusif de Manhattan, sentait l'huile de truffe, l'acajou vieilli et l'argent ancien. C'était le genre d'odeur qui était conçu pour faire se sentir petit des étrangers. Pour Audrey, c'était juste l'odeur du mardi. Audrey a ajusté le col de son uniforme blanc rigide, lissant le tablier qui lui coupait la taille. Elle avait 32 ans, bien que les ombres sous ses yeux la faisaient paraître plus âgée ce soir. Ses immenses, rouges à force de frotter et de polir l'argent à l'arrière, était actuellement cachée derrière son dos alors qu'elle se tenait au garde-à-vous contre le mur tapissé de velours. Pour les clients de l'Orony, elle était un meuble. Elle était un distributeur automatique qui distribuait du cristal et du caviar. Plus de glace maintenant. La voix claqua comme un fouet. Audrey ne broncha pas. Elle bougea instantanément, ses yeux baissés, s'avançant vers la table centrale. Table 1. Preston Holloway était assis là comme un roi sur un trône, ses jambes écartées, occupant assez d'espace pour 2 hommes. Il portait un costume sur mesure de Savile Row, la couture si fine qu'elle était invisible à l'œil nu et à son poignet. Se trouvait une Patek Philippe qui coûtait plus que la maison dans laquelle Audrey avait grandi. Holloway était le PDG d'Apex Global Dynamics, une société de capital investissement qui avait récemment fait de l'actualité pour avoir acquis puis vidé des sociétés pharmaceutiques de taille moyenne. Il était beau d'une manière prédatrice, avec des cheveux grisâtres lissés en arrière et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux de requin. « Mes excuses, Monsieur Holloway », dit Audrey doucement, sa voix neutre et professionnelle. Elle ramassa le seau à glace en argent avec une grâce exercée. « Je reviendrai momentanément. »« Ne parlez pas, » marmonna Holloway, agitant une main avec dédain sans la regarder. Il était occupé à scanner un dossier sur la table. « Faites juste. Vous me distrayez. » La mâchoire d'Audrey se serra, mais elle ne dit rien. Elle se retira à la station de service. « Il est de mauvaise humeur ce soir, » murmura Lucas, le chef sommelier, alors qu'il polissait un verre à proximité. « La délégation du consortium européen arrive dans 20 minutes. Cet accord vaut 4 milliards de dollars. S'il gâche ça, le conseil d'administration lui coupera la tête. »« Il traite tout le monde comme de la saleté, » murmura Audrey, puisant des cubes de glace irréguliers dans le seau. 4 milliards ne lui achèteront pas de manière. « Attention, Audrey, » avertit Lucas, ses yeux dardant vers le gérant. Un petit homme nerveux nommé M. Henderson, qui transpirait abondamment près de l'entrée. Holloway a spécifiquement demandé un service muet et silencieux ce soir. Il a viré la dernière fille parce qu'elle lui a demandé s'il voulait de l'eau plate ou pétillante pendant qu'il était en appel. Il l'a appelé encombrement intellectuel. Gardez juste la tête baissée. Vous avez besoin de ce chèque de paye. Audrey fit une pause. Lucas avait raison. Elle avait bien besoin de ce chèque de paye. Les factures médicales pour la dialyse de son père s'amoncelaient sur son comptoir de cuisine. Des enveloppes blanches menaçantes qu'elle avait peur d'ouvrir. Elle travaillait dans doubles équipes à l'Orony depuis 6 mois, ravalant sa fierté chaque nuit. Elle retourna à la table, déposant la glace fraîche avec le silence d'un fantôme. Holloway était au téléphone maintenant, aboyant dans le combiné. « Je me fiche de ce que disent les régulateurs allemands. Kessler, nous contournons les contrôles environnementaux. Nous payons l'amende. C'est un coût de faire des affaires.
Assurez-vous juste que les documents sont en anglais. Je ne veux pas regarder cette écriture allemande dentelée. Ça me donne mal à la tête. Il raccrocha et lança le téléphone sur la nappe blanche. Il glissa et heurta une fourchette avec un fort claquement. Audrey tendit la main pour redresser les couverts. « Ai-je dit que vous pouviez toucher la table? » Holloway claqua. Audrey se figea. « Vous étiez seulement en train d'interrompre. » Holloway ricana. Il la regarda finalement. La regarda vraiment pour la première fois. Il vit l'ourlet effiloché de sa manche, l'absence de bijoux, la posture fatiguée. Il vit une personne. Dieu, pourquoi est-il si difficile de trouver une aide compétente? Écoutez-moi, ce soir j'ai des invités très importants. Ils parlent français, italien, et je crois que l'un d'eux est néerlandais. J'ai un traducteur qui vient, un homme qui facture 500 $ de l'heure. Vous êtes ici pour verser du liquide dans un verre. Si vous parlez, si vous respirez trop fort, si vous laissez tomber une seule goutte de vin, je vous ferai virer et mettre sur liste noire de chaque restaurant de New York. Comprenez-vous? Audrey rencontra son regard. Pendant une seconde, une étincelle de quelque chose de dangereux s'alluma dans ses yeux. Intelligence aiguisée et froide, mais elle l'éteignit rapidement. « Je comprends, monsieur Mauritius, dit-elle. « Bien. Maintenant, hors de ma vue jusqu'à ce qu'ils arrivent. » Alors qu'Audrey s'éloignait, elle entendit Holloway rire à son assistant, un jeune homme nommé Greg, qui semblait terrifié. Vous croyez le regard qu'elle m'a donné, comme si elle comprenait de quoi je parlais. Ces gens, leur monde est si petit. Ils se soucient du prix du bus pendant que nous remodelons l'économie mondiale. Audrey poussa les portes battantes de la cuisine, le bruit des chefs criant des ordres l'envahissant. Elle s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable et ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Remodeler l'économie mondiale, pensa-t-elle amèrement. Si seulement tu savais, Preston. Si seulement tu savais que j'ai réécrit des traités qui gardaient tes voies de navigation ouvertes. Mais c'était une vie différente. C'était avant l'incident à Vienne, avant qu'elle ne devienne Audrey, la serveuse, et ne cesse d'être l'agent 449 du service de sécurité diplomatique. « Table 1 !» cria l'expéditeur. « Les invités arrivent. Service de champagne maintenant. » Audrey saisit la bouteille réfrigérée de Dom Pérignon. C'était l'heure du spectacle. La délégation arriva dans un tourbillon de coûteux manteaux en cachemire et de bises en l'air. Il y en avait 4 représentant l'Alliance européenne Vanguard. Le premier était M. Dubois, un Français corpulent avec un visage rouge et une moustache qui tressautait quand il sentait l'argent. Puis il y avait Senora Moretti, une élégante Italienne qui semblait n'avoir pas mangé de glucides depuis 1990. Le troisième était M. Vanderberg des Pays-Bas, un homme grand et silencieux avec des lunettes à monture métallique. Et enfin, l'élément imprévu Victor Krov, un oligarque russe qui finançait la partie arrière de l'accord. Holloway se leva, boutonnant sa veste, affichant son meilleur sourire à $1 milliard. « Bienvenue, bienvenue », tonna Holloway en anglais. Il tendit une main à Dubois. « Veuillez vous asseoir. L'Oroni est le plus bel établissement de la ville. » Dubois lui serra la main mollement. Il se tourna vers Moretti et marmonna en français rapide. « Le clown porte sur costume. Le clown porte un costume qui est trop serré. » « Non, » Moretti sourit d'un air suffisant, le cachant derrière un éventail de sa main. « Léo de New York. Il pense qu'il est le roi de New York. » Holloway continua de sourire, inconscient. Il fit un geste vers la chaise vide à côté de lui. « Mon traducteur, M. Sterling, devrait être ici d'une seconde à l'autre. C'est le meilleur dans le métier. Mais d'ici là, s'il vous plaît, champagne. » Il claqua des doigts vers Audrey. Audrey s'avança, versant le liquide doré dans les flûtes. Alors qu'elle versait pour Dubois, elle l'entendit chuchoter à Vanderberg et en néerlandais. Cacher un document sur le déversement illégal dans Dord Kazinin. A-t-il vu les documents concernant le déversement illégal en mer du Nord? Vanderberg répondit doucement dans la même langue. Non, il est arrogant. Il a lassé la lettre de refus Chestnut. Non, il est arrogant.
Il ne lit pas les petits caractères. La main d'Audrey ne trembla pas, mais son cœur rata un battement. Déversement illégal en mer du Nord. Si Holloway signait le contrat dont il discutait sans connaître cette responsabilité, Apex Global serait redevable de milliards en amendes environnementales. Il marchait dans un piège. Elle finit de verser et recula. 5 minutes passèrent. Puis 10, l'atmosphère à la table devint gênante. Holloway essayait de faire la conversation en anglais fort et lent, ce que les Européens reconnaissaient à peine. Alors, Holloway cria comme si le volume pouvait combler le fossé linguistique. « Le marché est bon. »« Oui. » Krobleros le regarda d'un air mort. Il se pencha vers Moretti et dit en russe à Idiot. « Cet idiot ne soupçonne même pas que nous allons le mettre en faillite. » Holloway sortit son téléphone, son sourire forcé. « Où est Sterling? » Il siffla à son assistant, Greg. Greg parut pâle. « Monsieur, je viens de recevoir un texte. Sterling est bloqué dans le tunnel Lincoln. Il y a eu un accident. Il ne sera pas là avant 1 heure. » 1 heure? Le visage de Holloway devint violette. Il frappa sa main sur la table, faisant tinter l'argenterie. La délégation cessa de parler et le regarda avec dédain. « Je ne peux pas attendre 1 heure, » murmura Holloway furieusement. « Ces gens vont partir. » Crove regardait déjà sa montre. « J'ai besoin de quelqu'un qui parle ces langues maintenant. » Il regarda autour de la pièce frénétiquement. Le restaurant était occupé, mais personne ne ressemblait à un expert linguistique. Ses yeux se posèrent sur Audrey, qui remplissait les verres d'eau. « Vous !» Holloway claqua. Audrey leva les yeux. « Monsieur, appelez le gérant, appelez Anderson. Demandez-lui si quelqu'un du personnel parle français ou quelle que soit la langue que le grand homme parle. » Audrey hésita. Elle savait que Anderson ne parlait rien d'autre que l'anglais et un mauvais espagnol. Elle regarda la table. La corde était sale des 2 côtés. Les Européens essayaient de décharger des actifs toxiques sur Holloway, et Holloway essayait d'utiliser leur capital pour financer des contournements illégaux en Allemagne. C'était un bassin de requins. Mais si l'accord tournait mal à cause d'un manque de traduction, Holloway déchargerait probablement sa rage sur le personnel. « Sur elle, monsieur, » dit Audrey, sa voix calme mais ferme. « Monsieur Anderson gère actuellement une crise en cuisine. Cependant quoi? » Holloway aboya. « Je peux vous aider. » Holloway la fixa. Puis un court rire aboyant éclata de sa gorge. C'était un son fort et laid qui fit tourner la tête des autres convives. « Vous ?» Holloway demanda incrédule. « Vous pouvez aider. Qu'allez-vous faire? Leur apporter plus de graissins. J'ai besoin d'un traducteur, chérie, pas d'un domestique. »« Je parle les langues, monsieur, » dit Audrey. Elle garda sa posture parfaite, son visage impassible. Holloway arrêta de rire. Il la regarda avec un pur mépris. « Vous parlez les langues? Lesquelles? Espagnol. Un peu de français de lycée. Je parle français, italien, néerlandais, allemand, russe, mandarin, arabe, japonais, portugais et espagnol. » Audrey les énuméra calmement, les cochant mentalement. La table se tut. Même les Européens la regardaient maintenant. Holloway la fixa pendant une longue et agonisante seconde, puis il se pencha en arrière dans sa chaise, un sourire narquois retroussant sa lèvre. Il regarda ses invités, pointant Audrey comme si elle était un animal de cirque. « Avez-vous entendu cela? » dit Holloway à la pièce, secouant la tête. « La serveuse dit qu'elle parle 10 langues. » 10? Il se retourna vers elle, ses yeux cruels. « Vous devez penser que je suis un idiot. Vous servez des tables dans un restaurant de steak glorifié portant un tablier qui coûte probablement 5 $. Et vous voulez que je croie que vous êtes un génie polyglotte? Si vous parliez 10 langues, vous ne seriez pas ici à me servir du vin. Vous seriez assise où je suis. »« La vie est compliquée, monsieur, » dit Audrey sèchement. « Non, la vie est simple, » rétorqua Holloway. « Il y a des gagnants et il y a des perdants, et les menteurs sont généralement des perdants. » Il agita la main vers elle. « Allez-vous-en, vous vous embarrassez vous-même, et vous m'embarrassez moi. »
Monsieur, le monsieur de Russie vient de dire qu'il se prépare à partir si les négociations ne commencent pas dans 2 minutes, dit Audrey, lâchant la bombe. Holloway se figea. Il regarda Crove. Crove était en effet en train de boutonner sa veste, l'air ennuyé. Il l'a fait, bégaya Holloway. Oui, et M. Dubois est préoccupé par la clause de responsabilité de la mer du Nord, ajouta Audrey, prenant un risque calculé. Les yeux de Holloway s'écarquillèrent. Quelle clause de responsabilité? Celles dont ils ne vous ont pas encore parlé parce que vous ne pouvez pas les comprendre, dit Audrey. Sa voix n'était plus soumise. Elle était calme, autoritaire. Holloway regarda la délégation, la sueur se formant sur son front. Il regarda Audrey. Il n'avait pas le choix. Il était acculé. Bien, siffla Holloway. Bien. Vous voulez jouer à faire semblant? Allez-y, traduisez. Mais si vous vous trompez d'un mot, si vous me coûtez $1, je vous poursuivrai pour tout ce que vous gagnerez pour le reste de votre misérable vie. Audrey s'avança vers le chef de la table. Elle ne ressemblait plus à une serveuse. Elle se tenait différemment, plus grande, les épaules carrées. Elle regarda le milliardaire. « Je ne me tromperai pas, dit-elle. » Elle se tourna vers M. Dubois, et puis elle ouvrit sa bouche. Le silence qui suivit la déclaration d'Audrey était lourd, le genre de silence qui précède une exécution. Le visage de Holloway était un masque de rage sceptique, ses jointures blanches alors qu'il agrippait le bord de la table en acajou. Il avait l'air d'attendre qu'elle échoue, l'espérant afin de pouvoir l'écraser pour son insolence. Audrey se tourna vers M. Dubois. Sa posture changea de nouveau. La posture soumise de l'industrie du service disparut, remplacée par la colonne vertébrale d'acier d'une diplomate. M. Dubois. Audrey commença son français impeccable, dépouillé de tout accent américain. C'était le français aristocratique et net de l'élite parisienne, celui parlé dans les arrière-salles du palais de l'Élysée. Ma responsabilité. Monsieur Holloway s'excuse du retard. Il souhaite clarifier la question de la responsabilité environnementale avant de poursuivre. Dubois cligna des yeux. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Le dédain dans ses yeux s'évapora, remplacé par une prudence soudaine. Il échangea un regard vif avec Señora Moretti. Il ne s'attendait pas à ce que l'aide parle comme une responsabilité native. Dubois répondit lentement, plissant les yeux. Détail technique, responsabilité. Nous n'avons pas encore discuté des détails techniques. Audrey n'attendit pas que Holloway interjette. Elle savait que Holloway ne pouvait pas comprendre un mot, alors elle contrôlait le flux. Elle se tourna vers le milliardaire. Il dit qu'ils n'ont pas encore évoqué les détails techniques, dit Audrey à Holloway, sa voix monocorde. Mais il ment. Regardez la page 14 du contrat sur la table. Le paragraphe en néerlandais gras. Holloway se précipita pour feuilleter les pages du dossier. Ceci, c'est juste un modèle légal. Ce n'est pas un modèle. Audrey le corrigea, jetant un coup d'œil au document à l'envers. C'est une clause de droit acquis nichée dans le droit maritime néerlandais. Elle stipule qu'Apex Global assume toutes les dettes historiques liées à l'élimination des déchets de la filiale. M. Vanderberg a mentionné le déversement en mer du Nord plus tôt. Si vous signez ceci tel quel, vous héritez d'une facture de nettoyage toxique que l'Union européenne a estimée à environ 600 millions d'euros. Holloway pâlit. Le sang quitta son visage si vite qu'il semblait pouvoir s'évanouir. 600 millions plus les frais juridiques, ajouta Audrey sèchement, et une peine de prison si la négligence est prouvée intentionnelle. Holloway leva les yeux vers les Européens avec de la trahison dans les yeux. Il avait été prêt à signer. Il avait été prêt à serrer des mains. Il se tourna vers Audrey, sa voix tremblante d'un mélange de fureur et de désespoir. Dites-leur que je sais. Dites-leur que l'accord est annulé, à moins que cette clause ne soit supprimée. Si vous menacez de partir maintenant, ils appelleront votre bluff, conseilla Audrey froidement. Ils savent que vous avez besoin de cette acquisition pour satisfaire votre conseil d'administration. Vous devez contre-manœuvrer, pas renverser la table.
Holloway la fixa. Pendant un instant, la barrière entre eux, milliardaire et serveuse, se dissipa. C'était un homme qui se noyait, et elle était la seule avec un canot de sauvetage. Il détestait ça, mais il attrapa le canot. « Que dois-je dire ?» murmura-t-il d'une voix rauque. « Offrez d'assumer la dette, » dit Audrey. « Vous êtes fou ?» siffla Holloway. « Offrez d'assumer la dette en échange d'une réduction de 20% du prix d'acquisition ?» expliqua Audrey rapidement. « Le nettoyage ne coûtera pas réellement 600 millions si vous acheminiez la logistique via votre filiale au Panama. Il coûtera peut-être 50, mais ils évaluent le risque à 600 $. Vous utilisez leur peur contre eux pour faire baisser le prix de près d'1 milliard de dollars. Vous gagnez de l'argent sur le nettoyage. » La bouche de Holloway s'ouvrit légèrement. Il la regarda, clignant des yeux. Les rouages dans sa tête tournaient, traitant la brillance de la manœuvre. C'était prédateur. C'était impitoyable. C'était exactement le genre de manœuvre qu'il aurait faite s'il avait eu l'information. « Faites-le », ordonna Holloway. Audrey se tourna vers la table. Elle ne traduisait pas seulement, elle exécutait. Elle passa au néerlandais pour s'adresser à Vanderberg, le grand homme aux lunettes. Sa voix baissa d'une octave, devenant gutturale et directe. « Monsieur Holloway est au petit prix étranger. Monsieur Holloway est conscient de la situation en mer du Nord. Il est prêt à nettoyer le désordre pour un prix. » Vanderberg se raidit. Il regarda Dubois. Les deux hommes commencèrent à discuter à voix basse, passant du français au néerlandais. Ils étaient secoués. L'avantage invisible qu'ils pensaient détenir venait d'être arraché par une femme en tablier taché. Victor Kruv, l'oligarque russe, était resté silencieux jusqu'à présent. Il coupait son steak avec une précision chirurgicale. Il arrêta de tenir le couteau en l'air et regarda Audrey avec des yeux comme des éclats de glace bleue. Intérêt murmura en russe. Intéressant. Très intéressant. Il regarda Holloway et parla dans un anglais fortement accentué. Preston, votre assistante. Elle est perspicace. Ce n'est pas mon assistante, marmonna Holloway, retrouvant une partie de son calme maintenant qu'il sentait qu'il gagnait. Il but une gorgée de vin pour cacher sa main tremblante. C'est du personnel temporaire. Temporaire, répéta Kruv, un amusement sombre jouant sur ses lèvres. Il tourna son regard entièrement sur Audrey. « Dites-moi, dévouchka jeune fille, où une serveuse apprend-elle à négocier le droit maritime international? » Audrey rencontra le regard de Kruv. C'était la zone de danger. Kruv n'était pas un homme d'affaires comme Kruv était un prédateur qui opérait dans les zones grises du monde. S'il la reconnaissait ou même soupçonnait son type, elle était morte. L'agent 419 avait démantelé un réseau d'armes à Kiev il y a 4 ans qui avait des liens lâches avec l'organisation de Kruv. « Je lis beaucoup, monsieur », dit Audrey simplement. « Livres », Kruv se moqua. « Les livres ne vous enseignent pas le rythme d'un accord. L'expérience le fait. » Il se pencha en avant. « Demandez-lui à propos du cobalt. » Audrey se figea intérieurement. « Cobalt? » Elle se tourna vers Holloway. « Il veut discuter des actifs de cobalt. » Holloway fronça les sourcils. « Cobalt? Il n'y a pas de cobalt dans cet accord. C'est une fusion logistique et pharmaceutique. » Audrey transmet cela à Kruv en russe en goëtte. Kruv rit d'un son grave et grondin. Il tendit la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite clé USB cryptée. Il la jeta sur la table. Elle tourna et s'arrêta à côté du beurrier. « Il y a toujours du cobalt, » dit Kruv en anglais, fixant Holloway. « Ou de l'or ou de l'uranium. Les produits pharmaceutiques sont la coquille. Les mines au Congo sont la viande. Si vous ne savez pas cela, Preston, alors vous achetez une boîte vide. » Holloway regarda la clé USB, puis Audrey. Il était de nouveau dépassé. L'accord mutait, se transformant en quelque chose de plus sombre et de plus complexe qu'une simple acquisition d'entreprise. « Vérifiez-le », ordonna Holloway à Audrey. « Greg a un ordinateur portable. Branchez-le. » « Monsieur, » avertit Audrey sa voix basse, « vous ne branchez pas une clé étrange d'un oligarque russe dans un ordinateur portable d'entreprise. C'est la cybersécurité. » Holloway la fusilla du regard. «
Je paye les gars de l'informatique pour qu'ils s'inquiètent des virus. Je vous paye pour traduire. Faites-le. Audrey hésita. Elle savait ce qui se trouvait probablement sur cette clé. Si elle y accédait, elle vérifiait son implication. Mais si elle refusait, Holloway la virerait sur le champ et elle perdrait la chance de voir ce que Crove tramait vraiment. Et au fond, l'opératrice en elle se réveillait. L'adrénaline du jeu était addictive. Elle fit signe à Greg. L'assistante terrifiée lui tendit un hybride tablette-ordinateur portable. Audrey prit la clé. Elle ne la brancha pas immédiatement. Elle inspecta le boîtier. C'était de qualité militaire. « Eh bien, » Holloway demanda. Audrey la brancha. L'écran vacilla. Une invite de mot de passe apparut. Ce n'était pas standard. C'était un chiffrement cyrillique. C'est protégé par mot de passe, dit Audrey. Crove sourit. Le mot de passe est le nom de la ville où nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Preston. Vous vous souvenez? Holloway eut l'air vide. Nous nous sommes rencontrés à Davos, Londres. Crove secoua la tête, déçu. Non, nous nous sommes rencontrés à Bakou. Bakou, marmonna Holloway. C'est ça. Tapez-le. Audrey tapa B-A-K-U. Rien. Accès refusé. Ça ne marche pas, dit-elle. Les yeux de Crove se rétrécirent. Peut-être que vous l'avez mal orthographié. Ou peut-être, Preston ne se souvient pas correctement. L'atmosphère dans la pièce passa de tendue à hostile. Les Européens observaient l'échange comme des spectateurs à un match de gladiateurs. Audrey regarda l'écran. Elle regarda Crove. Elle réalisa que c'était un test. Il ne s'agissait pas du mot de passe. Il s'agissait de savoir qui le tapait. Elle effaça le champ. Elle tapa B-A-K-U en alphabet cyrillique en utilisant l'orthographe russe. L'écran clignota en vert. Des fichiers commencèrent à défiler. Holloway ne remarqua pas le changement de clavier. Il vit juste le succès là. Ouvrez le fichier marqué actif. Audrey cliqua sur le fichier. Des cartes apparurent. Des levées géologiques et des listes de pots de vin à des milices locales. Ce n'était pas juste un accord commercial. C'était un dossier de crime de guerre emballé dans un nœud d'entreprise. « Dites-moi ce que je regarde » demanda Holloway. Audrey scanna les documents, ses yeux se déplaçant plus vite qu'une personne normale ne devrait. Elle synthétisa les données instantanément. « Vous regardez des esprits illégaux » dit Audrey, sa voix tombant en un murmure. Ces mines ne figurent pas sur le manifeste officiel. Elles sont gérées par des groupes rebelles payés par la filiale que vous achetez. Si vous achetez cette entreprise, vous financez une guerre civile. Holloway fixa l'écran. L'avidité s'opposait à l'autopréservation. Combien valent-ils? Audrey le regarda avec dégoût. Des milliards, mais le sang sur eux est frais. Je me fiche du sang. Holloway claqua doucement. Je me soucie de la responsabilité. Pouvons-nous le cacher? Audrey sentit un nœud froid dans son estomac. Cet homme était irrécupérable. Vous ne pouvez pas le cacher. Audrey dit que les données satellitaires sont horodatées. Crove a le levier. Il vous montre cela non pas pour vous le vendre. Il n'est à vendre, mais pour vous faire chanter. Si vous ne lui donnez pas une plus grande part de l'arrière-plan, il le divulgue à la presse après votre signature. Les actions d'Apex Global tombent à zéro et vous allez en prison fédérale. Holloway regarda Crove. Le Russe leva son verre en un faux toast. Il vous a, dit Audrey. Réparez-le, siffla Holloway. La sueur dégoulinait sur sa tempe maintenant. Vous êtes si intelligente. Vous parlez 10 langues. Parlez-vous de cela? Audrey regarda la table. Elle regarda les visages arrogants des hommes qui pensaient diriger le monde. Et puis elle regarda le personnel terrifié en arrière-plan. « Je peux le réparer, » dit Audrey tranquillement, « mais mon prix vient d'augmenter. » Holloway la regarda comme si elle venait de le gifler. « Excusez-moi, mon prix. » Audrey répéta. « Je ne fais plus ça pour le salaire minimum. Vous voulez que je sauve votre accord de 4 milliards de dollars et que je vous garde hors de prison. Je veux des honoraires de consultation. » Vous m'extorquez, murmura Holloway, son visage virant à une teinte de violet qui jurait avec le décor intérieur. Je pourrais vous faire arrêter.
Et qui traduira le rapport de police? Rétorqua Audrey calmement. Crove attend. Il attend une réponse. Si je m'en vais, il divulgue la clé. Vous avez 10 secondes. Holloway grinça des dents si fort qu'Audrey put les entendre grincer. Il regarda Crove qui regardait à nouveau sa montre. Il regarda le champagne pétillant. Il réalisa qu'il était entièrement, absolument impuissant sans elle. 50 000 $. Holloway cracha. 50 000 $. Réparez ça et j'écris le chèque ce soir. 100 000 $. Audrey dit, et vous vous excusez auprès du personnel. Fait, grogna Holloway. Parlez-lui juste. Audrey se tourna vers Crove. Le Russe eut l'air amusé par le aparté, bien qu'il ne puisse pas entendre les détails. Audrey passa au Russe, mais cette fois son ton changea. Elle abandonna le registre diplomatique formel qu'elle avait utilisé plus tôt. Elle adopta la cadence brute et argotique du souterrain de Moscou, la langue des voleurs de loi Vori Vazakoni. Victor, dit-elle, pas de Yaponie. Victor, cet Américain stupide ne comprend pas ce que tu fais. Mais je comprends. Les yeux de Crove s'écarquillèrent légèrement. L'utilisation de son prénom, l'argot, le prix au dépourvu. Vous jouez un jeu dangereux, jeune fille. Crove répondit en russe, sa voix basse. Qui êtes-vous? Je suis la personne qui connaît le raid à Saint-Pétersbourg le mois dernier. Bluffs Audrey. Elle ne savait pas avec certitude, mais des types comme Crove avaient toujours un raid récent dont ils s'inquiétaient. Je sais que le FSB cherche une raison de geler vos actifs. Si cet accord s'effondre publiquement, si l'histoire du cobalt fuit, cela ne blessera pas seulement Holloway. Cela attirera les regards sur vous. Des regards que vous ne pouvez pas vous permettre en ce moment. Crove resta immobile. Le sourire disparut. Il se pencha en avant, sa masse imposante projetant une ombre sur la table. « Me menacez-vous? Je vous offre une sortie propre, » dit Audrey. « Laissez Holloway acquérir la société écran. Gardez les mines hors des livres. Vous gardez les revenus du cobalt. Holloway obtient les brevets pharmaceutiques qu'il veut réellement. Pas de traces écrites, pas de chantage, juste des affaires. » Crove étudia son visage. Il cherchait la peur. Il n'en trouva aucune. Il ne trouva que la compétence ennuyée d'une professionnelle. Et pourquoi Holloway accepterait-il de me laisser garder les mannes? Demanda Crove. Parce que je lui dirais que c'est le seul moyen d'éviter la prison. Audrey dit qu'il ne veut pas les mannes. Il veut la victoire. Donnez-lui la victoire. Gardez l'or. Tout le monde s'en va riche. Crove se rassit. Il tambourina des doigts sur la table. Il regarda Holloway. Puis de nouveau Audrey. Vous êtes gâché à porter des plateaux, marmonna Crove. Venez travailler pour moi à Moscou. Je vous paierai le triple de ce que ce cochon paye. Je préfère New York, dit Audrey. Avons-nous un accord? Crove hocha la tête une fois. Court, net. Audrey se tourna vers Holloway. Le milliardaire transpirait à travers sa chemise de soie. « C'est réglé, » dit Audrey. « Quoi? »« Comment? » demanda Holloway. « Les mines sont exclues de l'accord. » Audrey mentit doucement. « Crove les garde. Vous obtenez l'entreprise, les brevets et les actifs légitimes. Pas de responsabilité, pas de crime de guerre attaché à votre nom. Le prix d'achat reste le même. » Holloway exhala une longue respiration tremblante. Il a accepté cela. Il pense qu'il obtient la meilleure part de l'accord, dit Audrey. Laissez-le penser cela. Holloway s'affaissa sur sa chaise, le soulagement l'envahissant. Puis presque immédiatement, l'arrogance revint. Il redressa sa cravate et but une gorgée d'eau. Le requin était de retour dans l'eau. « Eh bien, » dit Holloway, un sourire narquois, revenant, « ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? J'aurais probablement pu négocier cela moi-même si j'avais un dictionnaire. » Audrey le fixa. L'ingratitude était stupéfiante. « Vous avez accepté mes honoraires. Nous en discuterons après le dessert. » Holloway la congédia. « Maintenant, demandez à l'Italienne les droits de distribution. » Le dîner continua. Pendant l'heure suivante, Audrey fut la chef d'orchestre d'une symphonie de cupidité. Elle facilita le dépeçage d'une multinationale. Elle aplanit les insultes
clarifia les lacunes juridiques et s'assura qu'Apex Global s'en sorte avec une victoire. Au moment où l'espresso fut servi, l'affaire était conclue. Des poignées de main furent échangées. L'atmosphère était joviale. Holloway riait bruyamment aux blagues de Crove, faisant semblant de les comprendre avant même qu'Oaktree ne traduise. Alors que les invités se levaient pour partir, Crove s'arrêta près d'Audrey. Il glissa une carte de visite dans la poche de son tablier. C'était une carte épaisse noire avec rien d'autre qu'un numéro de téléphone en relief doré. « Quand vous en aurez assez du cochon », Crove chuchota en russe, appelé. Puis ils partirent. Le restaurant se vidait. Il était presque minuit. Audrey sentait l'épuisement dans ses os. Elle voulait rentrer chez elle, enlever ses chaussures et oublier que des hommes comme Holloway existaient. Elle s'approcha de la table 1. Holloway était toujours assis là, finissant seul la bouteille de Dom Pérignon. Il la regarda s'approcher. Ses yeux étaient vitreux. « Vous êtes toujours là, dit-il. »« Mon service a pris fin il y a 2 heures, dit Audrey. Je suis resté pour finir le travail. » Maintenant, à propos de mes honoraires, Holloway gloussa. Il atteignit la poche de sa veste et en sortit son carnet de chèques. Il décapsula un stylo-plume. « Vous savez, dit Holloway, écrivant lentement, vous êtes bonne, étrangement bonne, mais soyons réalistes. 100 000 $ pour parler, c'est ridicule. Il arracha le chèque et le glissa sur la table. Audrey le regarda. Il était établi pour 500 $. C'est pour votre temps, dit Holloway, souriant cruellement. Et un pourboire généreux. Ne le dépensez pas tout au même endroit. Audrey ne ramassa pas le chèque. Elle regarda Holloway. Nous avions un contrat verbal. Il y avait des témoins. Témoins. Holloway rit. Qui? Les Russes, mon assistant qui est terrifié de moi. Vous êtes une serveuse, chérie. C'est votre parole contre la mienne. Et dans ce monde, ma parole est loi. Il se leva, vacillant légèrement. Vous devriez être reconnaissante. Je viens de vous donner le plus gros pourboire de votre vie. Maintenant, débarrassez la table. La vue de la vaisselle sale me déprime. Il se retourna pour partir. Audrey se tenait là, le chèque posé sur la nappe blanche comme une insulte. La rage froide et dure se cristallisa dans sa poitrine. Elle l'avait sauvé. Elle avait sauvé sa réputation, son entreprise et sa liberté. Et il lui avait ri au visage. « Monsieur Holloway, dit Audrey. » Il s'arrêta mais ne se retourna pas. « Quoi? Vous avez oublié quelque chose. Je n'oublie jamais rien. Vous avez oublié que je parle 10 langues. » Audrey dit, sa voix portant à travers la salle à manger vide. « Mais vous avez aussi oublié de demander ce que je faisais avant d'être serveuse. » Holloway se retourna lentement, un air agacé sur le visage. « Je me fiche de ce que vous avez fait. Vous étiez probablement une bibliothécaire. » « Non, dit Audrey. Elle tendit la main dans sa poche et en sortit son téléphone. Elle tapa l'écran une fois. « J'étais un officier de renseignement avec le service de sécurité diplomatique. Ma spécialité était la surveillance électronique et la fraude par fil. » Holloway fronça les sourcils. « Et alors? » « Alors, dit Audrey, brandissant le téléphone, j'ai enregistré tout le dîner. Chaque mot, y compris la partie où vous avez autorisé la dissimulation des données de déversement de la mer du Nord et la partie où vous avez reconnu les mines illégales avant d'accepter de laisser Crove les garder pour éviter toute responsabilité. » Le visage de Holloway se détendit. « Vous ne pouvez pas m'enregistrer. C'est illégal. » « En fait, dit Audrey, s'approchant, New York est un État à consentement unilatéral pour les enregistrements audio. Tant qu'une personne dans la conversation consent à l'enregistrement, moi, c'est entièrement légal. » Elle tapa de nouveau le téléphone. La voix de Holloway fut rejouée, petite mais claire. « Je me fiche du sang. Je me soucie de la responsabilité. Pouvons-nous le cacher? » Le silence s'étira entre eux. « Donnez-moi le téléphone, dit Holloway, sa voix tombant à un grognement dangereux. Il s'avança vers elle. « Je ne ferai pas ça, dit Audrey calmement. Le fichier a déjà été téléchargé sur un serveur cloud et il est configuré pour envoyer automatiquement un email à la SECI, au DOJ
et à la Commission européenne si je n'entre pas un code d'annulation dans. Elle regarda sa montre, 20 minutes. Holloway se figea. La couleur quitta son visage pour la deuxième fois ce soir-là. Il regarda la femme qu'il avait renvoyée comme un meuble, comme une personne. Il réalisa trop tard qu'il n'avait pas été assis à table avec un domestique. Il avait été assis avec un prédateur qui venait de refermer le piège. « Que voulez-vous? » murmura Holloway. Audrey sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. « Asseyez-vous, Preston. Nous devons négocier. » Preston Holloway s'enfonça dans sa chaise. Le cuir grinça sous son poids, un son qui semblait assourdissant dans le silence soudain du restaurant vide. Il regarda le téléphone dans la main d'Audrey, comme si c'était un pistolet chargé pointé sur sa poitrine. À bien des égards, c'était pire qu'une arme. Une balle ne ferait que le tuer. Cet enregistrement le dépouillerait de son identité, de son pouvoir et de son héritage. « Vous bluffez, » dit Holloway, bien que sa voix manquât de toute réelle conviction. Il essuya une perle de sueur de sa lèvre supérieure d'une main tremblante. « Vous êtes une serveuse. Vous n'avez pas la capacité technique de mettre en place un déclencheur cloud comme celui-là. Voulez-vous me tester? » demanda Audrey. Sa voix était terrifiante de calme. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne remua pas. Elle tint simplement le téléphone. « Il reste 9 minutes, Preston. Le brouillon d'email est dans une boîte d'envoi sécurisée. Il inclut le fichier audio, une transcription que j'ai tapée pendant votre pause pipette sur ma montre connectée et un résumé des statuts néerlandais que vous avez violés. J'ai même mis en copie le bureau d'enquête du New York Times. » Holloway sentit la bile monter à sa gorge. Il regarda la femme qu'il avait humiliée il y a juste une heure. Il vit l'intelligence qu'il avait ignorée, la perspicacité qu'il avait prise pour de l'insolence. Il réalisa qu'il avait fait l'erreur classique des puissants. Il avait supposé que parce qu'elle le servait, elle lui était inférieure. « D'accord, » dit Holloway, levant les mains en signe de reddition. « D'accord, vous avez gagné. Que voulez-vous? De l'argent, c'est ça? Vous voulez les 100 000? J'écrirai le chèque, je l'écrirai tout de suite. » Il tendit la main vers son carnet de chèques de nouveau, ses mouvements saccadés et désespérés. « Posez le stylo, » ordonna Audrey. Holloway se figea. « Je pensais que vous vouliez être payé. »« Oui, » dit Audrey, tirant la chaise en face de lui. La chaise de Victor Crove s'assit. Elle plaça le téléphone sur la table entre eux, l'écran affichant un compte à rebours. « Mais le prix a changé. Vous m'avez insulté. Vous avez essayé de me frauder et vous m'avez menacé. Les frais de désagrément viennent d'augmenter. »« Combien? » demanda Holloway, ses yeux se rétrécissant. « 10 millions, dit Audrey. Holloway rit. C'était d'un son hystérique et aigu. 10 millions de dollars. « Vous êtes folle. Je ne garde pas ce genre d'argent sur un compte courant. Et même si je le faisais, la banque signalerait la transaction. Vous êtes avide, chérie. Mais vous n'êtes pas intelligente. Je suis très intelligente, le corrigea Audrey. Et vous avez raison. Un virement bancaire serait signalé, mais un don à une fiducie caritative enregistrée 501 C3. C'est déductible d'impôts. Et il se trouve qu'il existe une fiducie caritative mise en place pour aider les familles de victimes d'empoisonnement chimique industriel. Holloway resta immobile. « De quoi parlez-vous? » « La Fondation Espoir Greenfield, » dit Audrey. « Ce nom vous dit quelque chose? » Holloway fronça les sourcils. Il fouilla sa mémoire. « Non, ça ne devrait pas, » dit Audrey froidement. « C'est la ville en Ohio où votre entreprise Apex Global a acheté une usine de plastique de taille moyenne il y a 5 ans. Vous avez dépouillé les actifs, viré les travailleurs syndiqués et réduit le budget de sécurité de 80% pour augmenter les bénéfices trimestriels. 6 mois plus tard, un réservoir de confinement des déchets a éclaté. Il a empoisonné les eaux souterraines locales. » Holloway agita la main avec dédain. « C'était un accident. Nous avons réglé cette action en justice. Vous avez réglé avec le conseil municipal pour une bagatelle. » Audrey claqua des yeux, lançant un éclat de chaleur intense. « Vous n'avez pas payé les travailleurs. Vous n'avez pas payé pour les grappes de cancer qui ont commencé à apparaître 2 ans plus tard.
Vous n'avez pas payé pour la dialyse dont mon père a maintenant besoin 3 fois par semaine parce que ses reins ont lâché à cause de l'eau que vous avez empoisonnée. La révélation resta suspendue dans l'air. Holloway la fixa. Les pièces s'assemblèrent. Les factures médicales, la colère, la connaissance spécifique de ses pratiques commerciales. Ce n'était pas une serveuse au hasard. C'était le karma qui franchissait la porte d'entrée. Votre père, bégaya Holloway. C'était le contremaître, dit Audrey doucement. C'est lui qui vous a écrit des lettres vous avertissant à propos du réservoir. Vous l'avez viré pour insubordination. Maintenant, il est mourant et vous mangez du caviar. Elle se pencha en avant. Alors, voici l'accord. Vous allez faire don de 10 millions de dollars à la Fondation Espoir Greenfield tout de suite. J'ai le numéro de routage sur mon téléphone. Vous le faites via votre application bancaire mobile. C'est une œuvre de bienfaisance, Preston. C'est bien, mais personne ne le remettra en question. Ils penseront juste que vous avez enfin développé une conscience. Holloway regarda le minuteur, 15 minutes. « Et si je le fais, demanda Holloway, vous supprimez les enregistrements. »« Je supprime l'enregistrement, mentit Audrey, et je sors d'ici. Vous ne me reverrez plus jamais. » L'esprit de Holloway s'emballa. 10 millions était un coup dur, mais cela ne le ruinerait pas. L'accord qu'il venait de signer avec les Européens valait des milliards au cours de la prochaine décennie. Il pouvait récupérer les 10 millions en un mois, mais l'enregistrement qui le détruirait. Il sortit son propre téléphone. Ses doigts tremblaient alors qu'il ouvrait son application bancaire. Il se sentait humilié, acculé par une femme vêtue d'un uniforme en polyester. « J'ai besoin du numéro de routage, grogna-t-il. Audrey le récita de mémoire. Elle le regarda taper les numéros. Elle regarda son pouce planer au-dessus du bouton de transfert. « Faites-le, murmura-t-elle. Holloway appuya sur le bouton. Transaction en attente. Transaction terminée. Il tourna l'écran pour lui montrer là. 10 millions de dollars. Vous êtes une femme riche, ou du moins votre petite œuvre de bienfaisance l'est. Maintenant, supprimez-le. Audrey regarda la confirmation. Elle sentit une vague de soulagement si forte qu'elle faillit en avoir le vertige. Cet argent paierait les traitements de 50 familles à Greenfield. Cela sauverait la maison de son père. Elle prit son téléphone, elle tapa l'écran, entrant un code. Le minuteur s'arrêta. « Supprimer », dit-elle. Holloway laissa échapper une longue respiration, se laissant aller en arrière. Puis, instantanément, son comportement changea. La peur s'évapora, remplacée par une rage froide et reptilienne. Il avait payé, mais il n'allait pas laisser cela passer. Il était Preston Holloway. Personne ne l'extorquait et s'en sortait indemne. « Vous savez, Holloway, dit sa voix, tombant à une menace. Vous avez peut-être gagné la bataille, Audrey, mais vous venez de vous faire un ennemi très puissant. Vous pensez que vous pouvez juste sortir d'ici. J'aurai des enquêteurs privés sur vous d'ici le matin. Je trouverai où vous vivez. Je trouverai votre père malade. Je m'assurerai que cet argent soit bloqué dans des litiges pendant 20 ans. Vous ne verrez pas un centime. » Audrey se leva. Elle le regarda avec une expression de pitié. « Je m'attendais à ce que vous disiez ça, dit-elle. C'est pourquoi je n'ai pas réellement supprimé le fichier. » Les yeux de Holloway exorbitèrent. « Quoi? J'ai arrêté le minuteur, » expliqua Audrey calmement. « Mais le fichier, je l'ai déjà envoyé. »« Vous quoi? » Holloway s'étrangla, se levant si vite que sa chaise bascula en arrière avec un fracas. « Je l'ai envoyé il y a 10 minutes, » dit Audrey. « Pendant que vous regardiez votre application bancaire, calculant à quelle vitesse vous pouviez me poursuivre, j'ai déclenché la commande d'envoi. Le minuteur n'était qu'un graphique sur l'écran. Preston, un petit peu de théâtre pour vous maintenir concentré. « Vous avez menti, » Holloway cria, son visage virant à une dangereuse nuance de cramoisie. Il se jeta autour de la table, la saisissant. Audrey ne broncha pas. Elle fit un pas de côté avec la grâce fluide d'une combattante entraînée. Alors que Holloway trébuchait devant elle, elle attrapa son poignet, utilisa son propre élan et tordit.
Avec un cri aigu de douleur, le milliardaire fut claqué face première sur la table, sa joue pressée dans les restes de chapelure. Audrey tenait son bras derrière son dos, appliquant juste assez de pression pour le maintenir immobilisé. « J'étais une espionne, Preston », lui murmura-t-elle à l'oreille. « La tromperie est la description du poste. Avez-vous vraiment pensé que je vous ferais confiance pour tenir parole? Vous, l'homme qui a empoisonné une ville pour une marge de profit de 2%. Vous avez pris mon argent. » Holloway siffla, se débattant contre sa prise. « C'est du vol. C'est de la fraude. » « Non. » Audrey le corrigea. « C'était un don. Vous avez entré les chiffres. Vous avez appuyé sur confirmer. C'est un cadeau légal. Et puisque la Fondation Espoir Greenfield est une entité légitime, vous ne pouvez pas le reprendre juste parce que vous le regrettez. » Elle le relâcha et le repoussa. Holloway recula en se débattant, serrant son épaule, la regardant avec une terreur sincère. Maintenant, elle n'était pas seulement plus intelligente que lui. Elle était physiquement dangereuse. L'email est parti à la séquie, Audrey énuméra en comptant sur ses doigts. Le département de la justice, l'Alliance européenne Vanguard, spécifiquement M. Dubois, qui sera très intéressé de vous entendre vous vanter de cacher la responsabilité. Et bien sûr, la presse. Holloway regarda son téléphone. Il bourdonnait déjà. Un appel de son avocat, puis un texte de son gestionnaire de crise de relations publiques, puis un appel du conseil d'administration. Le monde bouge vite quand l'information voyage à la vitesse de la lumière. « Vous m'avez ruiné », murmura Holloway, fixant son téléphone vibrant comme si c'était une bombe. « Pourquoi vous aviez l'argent? Vous auriez pu simplement partir. »« Parce que l'argent ne répare pas d'où. Ne répare pas tout, » dit Audrey. « L'argent paye la dialyse, bien sûr, mais il ne ramène pas le rein. Il ne ramène pas les 3 amis que mon père a enterrés l'année dernière. Certaines choses exigent de la justice, Preston, et la justice est chère. » Holloway regarda autour de la pièce, frénétique. « Je peux arranger ça. Je peux le nier. C'est un deepfake. Je dirais que l'IA l'a généré. Bonne chance avec ça, dit Audrey. J'ai aussi envoyé les métadonnées. Et la carte de visite de Krov est dans ma poche. Si les flics ont besoin d'un témoin pour corroborer la réunion, je suis sûr que Victor sera heureux de parler en échange d'une immunité sur ses autres affaires. » Il semblait m'aimer. Les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent en temps grand. Holloway se retourna, espérant que c'était son équipe de sécurité. Ce n'était pas le cas. C'était M. Henderson, le gérant, l'air pâle et terrifié. Derrière lui se trouvaient 4 hommes en coupe-vent avec FBI emblasonné sur le dos en lettres jaunes. Preston Holloway. L'agent principal aboya. Holloway regarda Audrey. Elle se tenait près de la station de service, dénouant son tablier. Elle avait l'air calme, presque ennuyée. « Comment? » Holloway lui demanda, sa voix tremblante. « Ils sont arrivés trop vite. » Audrey jeta le tablier dans le bac à linge sale. « Je les ai appelés avant d'apporter le dessert, dit-elle. Je leur ai dit qu'il y avait une fraude par fil active en cours impliquant des entités internationales. Ils attendaient dans la camionnette dehors. Les agents entrèrent. « Monsieur Holloway, retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. » Alors que les menottes claquaient au poignet de Holloway, de l'acier véritable, pas l'or auquel il était habitué, il tourna la tête pour regarder Audrey une dernière fois. « Qui êtes-vous? » demanda-t-il. « Qui êtes-vous vraiment? » Audrey ramassa son sac à main. Elle passa devant lui, s'arrêtant juste une seconde. « Je suis juste l'aide, dit-elle, et puis elle sortit par la porte, le laissant au loup. 2 semaines plus tard, le scandale était la plus grande chose à frapper Wall Street depuis 2008. Apex Global Dynamics était en chute libre. L'action avait chuté de 8% du jour au lendemain après la publication des enregistrements de Holloway par le New York Times. L'accord européen était mort et l'Alliance Vanguard poursuivait pour rupture de confiance. Preston Holloway était actuellement en liberté sous caution, confiné dans son penthouse, privé de son passeport et faisant face à une inculpation provisoire sur 12 chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières, de négligence environnementale et de conspiration. Ses actifs étaient gelés,
Sa réputation était cendre. Audrey était assise sur le porche de la petite maison de son père à Greenfield, Ohio. L'air ici sentait encore légèrement les produits chimiques quand le vent soufflait de l'est. Mais aujourd'hui, il sentait la pluie et l'herbe fraîche. Son père, un homme bourru nommé Frank, dont la peau était devenue grise à cause d'années de maladie, était assis dans le fauteuil à bascule à côté d'elle. Il tenait une lettre à la main. « Je ne le comprends pas, Audrey », dit Frank, secouant la tête. « La Fondation dit qu'ils ont reçu un don anonyme $10 millions, assez pour couvrir toutes les factures de tout le monde pour la prochaine décennie. Ils construisent aussi une nouvelle usine de filtration pour l'eau. » Audrey prit une gorgée de son thé glacé. « C'est incroyable, papa. On dirait que quelqu'un a enfin décidé de faire ce qu'il fallait. » « Ils disent que ça vient de Holloway, » dit Frank, fronçant les sourcils au nom. « Pourquoi ce diable nous donnerait-il de l'argent? Peut-être qu'il voulait acheter son chemin vers le ciel. » Audrey dit un petit sourire jouant sur ses lèvres. Ou peut-être que quelqu'un l'a forcé. Frank regarda sa fille. Il vit les lignes fatiguées autour de ses yeux, mais aussi la paix qui n'avait pas été là depuis des années. Il savait qu'elle avait travaillé à New York, servant des tables. Elle a dit qu'il ne connaissait pas la vie d'avant cela. Il n'avait pas besoin de le savoir. « Tu es une bonne fille, Audrey, » dit-il, lui tapotant la main. « J'essaie, papa. » Son téléphone bourdonna. C'était un message d'un numéro inconnu. « Travail bien fait. L'agence est réintégrée. Nous avons une situation à Berlin. Intéressé? » Kay, Audrey regarda le message. Elle regarda son père qui respirait plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Elle regarda la souche de chèque de Loroni qu'elle avait encadrée sur le réfrigérateur, un chèque de $300.50, ses derniers salaires. Elle tapa une réponse. « Je suis à la retraite. J'ai un nouveau travail. » « Faire quoi? » La réponse vint instantanément. Audrey sourit, mais elle pensa au restaurant. La réputation de Holloway étant détruite, l'oronnerie avait subi un coup par association. Le propriétaire cherchait à vendre. Et avec les honoraires de consultation qu'Audrey avait acquis d'un compte offshore séparé de Holloway, qu'elle n'avait pas mentionné au FBI, une fille doit avoir un fonds de retraite. Après tout, elle l'avait assez pour faire une offre. Gestion, elle tapa en retour. Elle posa le téléphone. Une voiture s'arrêta au trottoir. Ce n'était pas une berline gouvernementale. C'était un camion de livraison. Le chauffeur sauta avec un énorme bouquet de fleurs. « Livraison pour Audrey !» cria-t-il. Audrey descendit les marches. Elle prit les fleurs. Il n'y avait pas de carte, juste une petite carte de visite noire glissée dans les roses. Victor Crove au dos, manuscrit dans une écriture élégante à la personne la plus intelligente de la pièce. L'offre tient. Audrey rit. Elle jeta la carte dans la poubelle en remontant sur le poche. Elle n'avait pas besoin d'oligarques russes. Elle n'avait pas besoin de milliardaires. Elle avait la seule chose que Preston Holloway n'avait jamais comprise. La seule chose qui était plus précieuse que 10 langues ou 10 milliards de dollars. Elle avait assez. Elle se rassit à côté de son père. « Qui était-ce? » demanda Frank. « Juste un ancien client, » dit Audrey. Il voulait dire merci pour le service. Ça devait être un bon service. Frank grogna. Audrey regarda le ciel. Le meilleur, l'absolu meilleur. Et c'est ainsi qu'Audrey, la serveuse invisible, a fait tomber un titan de l'industrie sans tirer un seul coup de feu. Elle a prouvé qu'il ne faut jamais juger quelqu'un par son uniforme et que parfois la personne la plus silencieuse de la pièce est celle que vous devriez craindre le plus. Preston Holloway a perdu sa fortune parce qu'il a oublié la règle d'or. Respectez tout le monde, parce que vous ne savez jamais qui tient les clés de votre destruction. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place d'Audrey? Auriez-vous pris l'argent et fui ou l'auriez-vous exposé comme elle l'a fait? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice karmique et d'identité cachée, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire.
Nous avons plein d'autres drames, vengeances et rebondissements à venir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.